avec Khaled Fika. Je m'appelle Léa, donc je suis en couple avec une femme depuis 2001, et puis donc Aurore. Longtemps après, on a eu un projet bébé, donc là, enfin, voilà, projet bébé, donc pas mal de recherches et tout ça. Aujourd'hui, le projet bébé a abouti, un petit garçon petit qui est grand. Qui va avoir 9 ans, Alexandre. Et donc, depuis on s'est mariés, et puis ça fait maintenant 2001, donc il faut faire le calcul, mais ça fait quelques années. J'ai la chance, nous avons eu la chance de ne pas avoir eu de discrimination violente, donc ça c'est déjà un point plutôt positif. Mais on a quand même connu des discriminations. Et je parlais tout à l'heure du projet bébé, où là, clairement, la discrimination, elle est à ce niveau-là. De par la loi, de par les démarches, de par un peu le ressenti aussi du corps médical au moment de prendre des rendez-vous et autres. C'est pas forcément évident, mais clairement, les plus importantes discriminations, c'est clairement législatif. Mais après, quand effectivement le projet arrive, il faut savoir le construire, poser les bonnes questions. J'avais pas du tout en tête les différentes étapes. Je dirais la première chose qui s'est imposée à nous, c'est déjà de faire le choix de la technique pour procréer. Donc ça, c'était le premier point. Donc déjà, choisir ce point-là, est-ce qu'on partait donc, sur un donneur connu, non connu donc en Belgique, puisqu'il est illégal en France, toujours le cas aujourd'hui. Et puis sinon la coparentalité, avec un autre couple par exemple d'hommes, ou avec un seul homme. Voilà, c'est toutes ces questions-là déjà qu'il a fallu se poser, et avancer déjà donc, dans cette première démarche. Première étape. Une fois qu'on a choisi, donc nous pour notre part c'est donneur anonyme, par le biais de la Belgique. Donc, Belgique, il y a le choix de toute façon pour les Françaises entre Belgique et Espagne. Déjà la première étape aussi à choisir, ça va être quelle clinique. La chance qu'on a pu avoir aussi, c'est d'avoir découvert un site internet, un forum, sur lequel il y avait énormément d'expériences et d'échanges. Donc, c'est aussi sur ce forum-là où on s'est inscrite et on a pu avoir une démarche de recherche et de questionnement. Donc ça, c'était un point positif, c'est le forum des enfants arc-en-ciel. Et puis, il y a une autre association nationale qui est l'APGL, Association des parents gays et lesbiens. Il y a une antenne qui était en Lorraine, donc Grand Est maintenant, et permettre de discuter en direct avec des familles qui ont déjà passé toutes les étapes. C'est à ce moment-là où on commence à prendre conscience de ce qui nous attend finalement, par le retour d'expérience. Donc voilà le choix de la clinique. Donc pour notre part, c'était Edith Cavell à Bruxelles. Et puis la démarche médicale qui commence. Donc là, démarche médicale, il y a deux choses. Il y a un médecin en Belgique, forcément, pour l'insémination. Et puis, il faut trouver un gynécologue en France. Là, ça devient un peu plus problématique. Parce que le gynécologue en France, le trouver, c'est faisable. Mais déjà, c'est faire basiquement du phoning, prendre les pages jaunes et puis appeler un par un donc la maternité régionale et ainsi de suite, jusqu'à trouver le rendez-vous qui lui va bien. Donc prendre le rendez-vous, arriver au rendez-vous et se dire comment je vais être reçue. Parce que il y a juste un échange avec la secrétaire médicale, donc c'est pas trop. Il y a quand même cette appréhension. Alors, certes, on a été très bien accueillis. Et après, il y avait un point qui subsistait dans l'interrogation, qui est là beaucoup plus finalement financier, c'est qu'en France, dans le cadre d'une PMA, procréation médicalement assistée, il y a des traitements qui sont assez importants et qui sont très coûteux, médicalement qui sont compliqués. Mais en tout cas, ça, je dirais, pour n'importe quelle femme qui passe par la PMA, c'est le cas. Mais il y a un coût important qui est pour les personnes en France hétéro et qui passent par ce système-là, 100% remboursé, prise en charge par rapport à l'infécondité. Donc ça, c'était le point. Et donc, c'était l'interrogation au moment de l'ordonnance. Est-ce que je vais avoir une ordonnance remboursée ou pas ? Parce qu'effectivement, mais ça on le savait à l'avance, un des freins pour certaines familles, c'est clairement le coût aussi d'aller à l'étranger. Une insémination,
par insémination, c'est 500 € entre le trajet, entre l'acte médical. Après, médicalement, il y en a eu aussi pas mal de rebondissements, mais en tout cas, dans le cadre d'une PMA, si il y a plusieurs essais, souvent 6 la norme, si après ces 6 ça ne fonctionne pas, il y a la fécondation in vitro. Et là encore une fois non remboursée puisque réalisée en Belgique. Et là par contre on passe dans les 5 000, 6 000, juste l'acte. Après il y a tout ce qui va autour. Notre parcours s'est déroulé sur 2 années, 6 inséminations. La 6e a fonctionné. Voilà. Donc là faut en vouloir quand même. Ça on le sait au départ, au moment de commencer ce projet. Donc ça, il n'y avait pas de remise en question, mais effectivement le côté financier sur la FIV, on n'y pensait même pas, parce que clairement on n'y pensait même pas, parce que c'était pas du tout envisageable. On finançait déjà les inséminations, c'était déjà énorme. Donc par rapport, on voyait des couples d'amis hétéros qui faisaient des enfants, il n'y avait pas cette problématique-là. Ou même des couples hétéros qui faisaient des enfants, en passant par de la PMA, n'avaient pas non plus cette problématique-là. La logistique, faire une procréation médicalement assistée à 15 minutes de chez soi, même une demi-heure de chez soi, c'est pas la même chose qu'à 4 heures de chez soi. Parce qu'il y a justement sur ce côté médical, sans rentrer dans les détails, mais il y a un protocole bien précis par rapport à l'ovulation, des choses comme ça. Donc du coup, c'est-à-dire qu'on savait 48 heures avant que dans 2 jours, on allait en Belgique. Donc au niveau professionnel, il fallait poser au minimum une journée pour aller, il y avait 4 heures pour aller à Bruxelles. Donc c'était quand même assez particulier. Nos travails respectifs ont permis ça, mais c'est quand même une logistique psychologique compliquée. Donc il y a ce côté-là, il y a le côté financier, mais il y a aussi le côté logistique, et donc la globalité psychologique compliquée. De par les médecins, très bien, en Belgique, sans problème, pour le coup, c'est encore plus naturel qu'en France, et ça depuis de nombreuses années. Sur le corps médical, aucun problème. Là où c'était compliqué, c'était certaines pharmacies, parce qu'on venait avec des ordonnances, et pour avoir des ordonnances 100% remboursées, il fallait le document qui allait avec. Et on sentait certains... Alors, peut-être que c'était une vision négative de notre part, mais on sentait certains qui cherchaient aussi un petit peu les choses. Donc là, cette pharmacie-là a été blacklistée, et on allait à l'autre. Donc c'était une démarche aussi assez compliquée. Donc c'est une discrimination faible, légère, mais récurrente sur ce schéma-là. En appel, je suis tombée sur un établissement qui était très fermé et très froid sur l'accueil, et ça s'est pas très très bien passé. C'était mes premiers appels, donc ça m'a bien calmée. Mais en tout cas, ensuite, très bien. Franchement, on a eu encore une fois de la chance, mais sur ces éléments-là, on sentait qu'il n'y avait pas une ouverture d'esprit énorme, mais on est tombé sur le bon médecin. On a eu le soutien déjà familial de nos proches, de nos amis, ça c'est certain, surtout qu'on était en couple depuis longtemps, donc on était déjà dans notre sphère d'amis, assez proches. Donc là-dessus, non, il y a eu un gros soutien, et ça c'était plutôt favorable, même peut-être un peu compliqué aussi dans un sens, puisque quand les essais ne fonctionnaient pas, c'était une communication multiple. On a un peu changé de méthode au cours du projet. En tout cas, c'était plutôt positif, très positif, et voilà. Au niveau professionnel, on ne communiquait pas. Donc finalement, à part à l'arrivée vraiment de la naissance d'Alexandre, à ce moment-là, forcément, il y a eu une communication. Mais il n'y avait pas de communication avant. Il fallait trouver des stratagèmes. Et puis, après, on anticipait à peu près les dates. Donc, moi, je ne prenais pas de rendez-vous à ces moments-là. C'était du jonglage, en fait. Je sais pas, il n'y aurait peut-être pas eu de problématique, mais on n'a pas cherché la confrontation, en tout cas. Par rapport à notre situation, moi, c'était plutôt le côté... je dirais, c'est pas juste par rapport aux autres en fait, c'est d'injustice parce que nous on avait des complications supplémentaires que d'autres n'avaient pas. C'était plus, clairement ce sentiment-là, outre les sentiments, les montagnes russes du cadre de la PMA, mais vraiment c'était ce côté d'injustice. Pourquoi nous on est obligés alors que techniquement c'est faisable en France? Et c'est ça qui est aujourd'hui encore plus d'actualité. Mais clairement, ça, c'était ce point-là. C'était une joie immense. Quand on a le test de grossesse qui est positif, en plus, c'était dans le cadre, on allait... comme c'était le 6e essai, on avait essayé une nouvelle clinique. Donc on était en Belgique. Le jour, c'était dans la chambre d'hôtel où on a fait le test. Et c'était positif, donc on a appréhendé beaucoup plus sereinement le rendez-vous de la 2e clinique à Liège par rapport à un test positif. Alors on a eu une mauvaise expérience juste à l'essai d'avant où il y avait une fausse couche. Donc toujours quand même, on attendait les 3 mois et ainsi de suite, donc il y avait cette appréhension, mais une joie
incommensurable. On se pose ces questions-là au moment où on va faire un enfant. On dit oui, mais qu'est-ce que vont dire les gens? Il n'y aura pas de papa, figure paternelle, et ainsi de suite. C'est là où on se pose les questions, en fait. C'est pas vraiment dans la grossesse, parce qu'une fois qu'il y a la grossesse, toutes ces questions-là, on les a posées, on a passé toutes les étapes d'avant. Donc là, c'est que du bonheur, finalement. On réfléchit pas forcément, puis après, ça reste... Une fois que l'enfant arrive, c'est l'éducation. Le moment où j'ai vraiment affûté mon argumentaire, c'était pas forcément au moment de la naissance et autres, c'était clairement au moment de la manif pour tous. C'est là où, finalement, j'ai eu un argumentaire à développer énorme. Une écoute au début, et de la compréhension, des échanges et autres, jusqu'à un moment où on ne peut plus. Je dirais les discussions sont complètement fermées et pour nous complètement délirantes. Et à un moment, c'est vraiment de l'agacement, de l'énervement, de la colère, de tous ces... Mais je dirais que c'est plus la manif pour tous qui a fait ça que mon quotidien. Alors tant mieux, parce que on a eu la chance voilà, de ne pas se poser ces questions-là. Clairement, les moments où on peut se les poser dans une vie de parent, ça va être au moment de trouver une nounou. Mais à chaque fois, on a eu des accueils positifs. On n'a pas eu de difficultés à ce niveau-là. Et après, l'étape d'après, c'est l'école. Comment ça va se passer? Donc c'était celle-là pas la plus compliquée, parce que finalement, elle s'est bien passée, c'est bien placé. Mais c'est là où on se repose des questions en fait, parce qu'on n'a pas anticipé cette étape de l'école quand même, même si les autres étapes étaient plus anticipées, celle-ci pas du tout. Donc voilà, comment on fait. Les différences, c'est que nounou ou crèche, l'enfant est pas intégré, enfin il est intégré forcément à l'intérieur, mais pas en acteur direct. Alors que l'école, ça y est, il a 3 ans, il communique avant aussi, mais en tout cas il capte la communication différemment. Et là, ça commence à se dire, on s'inquiète pour lui. C'est plus de l'inquiétude pour lui et on ne veut pas qu'il souffre de ça. Et c'est ça qui est important. On ne veut pas qu'il souffre de la situation de sa famille, parce que certains ne comprendraient pas. Donc on est plus en anticipation et vraiment, on a les radars ouverts pour dès que je me suis disputée avec un camarade et autres, si ça s'est pas... Ah oui, qu'est-ce qui s'est passé? On n'a jamais eu de problématique sur ce cadre-là, mais on est très attentif. Une communication vraiment très poussée auprès des instituteurs. On a ramené un petit livre qui expliquait Jean a 2 mamans, c'est un livre pour les enfants, ils l'ont lu en classe, enfin voilà, ça s'est passé naturellement. Et par contre, on parlait de discrimination, et là c'est intéressant, parce que encore une fois, là on parle de ces problématiques-là, mais légalement, je n'étais pas la maman d'Alexandre. Donc ça c'est quand même assez particulier. Effectivement, il y avait ce point-là, on avait un peu réfléchi avant, mais quand on est à une démarche... de se dire, il va falloir que j'adopte mon enfant, c'est particulier. Mon fils, je vais devoir l'adopter. Quand même, c'est fou. Et cette question-là, en fait, je me l'étais pas forcément posée. Enfin, je savais que ça allait être comme ça. Mais quand on se le dit comme ça, on se dit, mais c'est complètement idiot, parce que au quotidien, je suis sa mère. Enfin, il n'y a même pas de question. C'est comme ça. Et là, on me dit, non, en fait, non, Aurore et Alexandre avaient un livret de famille. Moi, j'étais pas sur le livret de famille. Concrètement, ça se traduit comme ça. Ça veut dire qu'à l'école, je ne peux pas être parent d'élève. Je ne peux pas voter à l'école. Hospitalisation grave. Aurore n'est pas apte à... Enfin, elle, par exemple, est dans le coma. Je pense à un exemple. Et j'avais pas le droit de prendre de décision pour Alexandre. C'est même plus profond que l'injustice de... Là, c'était que financier et logistique, finalement. Là, c'est plus intime. Et ça, c'était une appréhension que j'avais au moment du choix aussi de comment on allait faire un enfant. Moi, je voulais pas toute tierce personne, parce que je voulais pas être mis, entre guillemets, de côté. Ça, c'était, moi, je dirais, une inquiétude que j'avais, mais entièrement personnelle, sur cette fois-ci, où je voulais être légitime, parce que je ne l'étais pas dans le cadre de la loi, et donc je voulais l'être d'autant plus dans le cadre de la vie, finalement. Et ça, c'était quelque chose qui était important pour moi. Et jusqu'à l'adoption, ça a été quelque chose d'important. Alors, heureusement, l'école m'a intégrée, j'étais même parent d'élève avant de pouvoir adopter Alexandre. Je me demandais, est-ce que un autre parent allait dire, non, elle est parent d'élève, mais elle n'a pas le droit. Enfin, quelqu'un qui veut vraiment embêter et qui est au courant des choses, ça peut arriver, ça arrive dans d'autres situations. Voilà, on a eu plutôt la chance d'être plutôt bien intégrés, et c'est rigolo toujours quand on pose la question, mais qui l'a porté? C'est des choses comme ça, c'est mignon finalement. Maintenant, il ressemble très fortement à Aurore, donc il n'y a pas de piège. Il y a énormément d'étapes, et des plus marquantes que d'autres. Mais on avait la chance aussi, du fait que c'est pris que 9 mois, d'être dans le département de la Meuse, où il y avait
voilà, une rapidité de traitement plus importante, puisque moins de demandes. En fait, adopter un enfant, c'est quoi? Pour un couple homosexuel, c'est déjà se marier. Donc ça, c'est pas trop gros. Ensuite, là où c'est compliqué, enfin particulier, c'est Aurore et moi, on a été devant le notaire et Aurore a signé un document comme quoi elle renonçait à ses droits. Et il y avait, je crois, 3 semaines ou 3 mois, je sais plus, c'était 3 semaines de délai de rétractation. Donc là, première chose, on va dire encore financier, puisque voilà, notaire, ça coûte. Bon, après, c'est un détail, mais quand même. Donc il y a cette partie-là, donc pour moi complètement inutile, mais obligatoire. Après, de mon point de vue, c'est qu'on avait quand même échangé et que c'était attendu, on savait que la démarche était comme ça. Et pour aboutir, il fallait passer par là. Donc voilà, ça c'est ma vision. Donc notaire. Et le point le plus particulier, c'était comme on n'a pas voulu prendre d'avocat, parce que c'était une possibilité, parce que ça se passe au tribunal de grande instance, mais par fierté, peut-être inconscience, mais l'expérience nous dit que non, on n'a pas voulu prendre d'avocat pour se défendre et monter la procédure. Du coup, obligation d'un passage de la police, enfin de la gendarmerie, pour ces enquêtes de mœurs. Donc voilà, on vient juger, on pose des questions, est-ce que en gros vous maltraitez votre enfant ou pas, on a accès au compte-rendu qui est transmis, et qui allait dans notre sens. Là-dessus, il n'y a pas de point négatif. Puis surtout qu'on ne s'était pas attendu forcément, parce que ce n'était pas le cas dans toutes les procédures d'adoption, ce n'était pas nécessaire forcément partout et demandé par tous. Donc ça nous est tombé dessus, parce qu'ils ne prennent pas rendez-vous, ils viennent au hasard, et après, donc déposer le dossier complet, et on se fait convoquer au tribunal de grande instance. Là, rendez-vous, telle date, donc dans 2 mois, à telle heure, au tribunal de grande instance de Bar-le-Duc, pour votre jugement. Donc là, on prépare tous ces arguments, on a des témoignages, parce qu'on peut demander aux instituteurs, aux médecins de donner des témoignages. Donc voilà, on avait toutes ces informations-là. On est arrivé au tribunal et on est passé avec le tout venant, tout type d'affaires. Et après, on était reçus dans une salle avec 5 personnes. Donc le juge, greffier, enfin, j'ai plus les noms, mais donc après on attend, ça commence. Puis au moment-là, on ne sait pas si le juge est favorable, parce que là, clairement, même s'il y a un cadre légal, il peut avoir une appréciation individuelle de chaque juge. Donc là, on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé à ce moment-là. Et puis donc du coup, toutes les paroles du début, on écoute, on se dit est-ce que ça va être favorable, est-ce que ça va pas être favorable, est-ce qu'on va s'en prendre plein, est-ce qu'il va falloir se battre, il va pas falloir s'énerver. Enfin, j'étais prête à pas m'énerver. Et ça a plutôt bien commencé, et on a senti que c'était plutôt dans notre sens. Et limite, ils comprenaient pas pourquoi on était là. Mais c'était la loi et il avançait, ils étaient plutôt curieux, ils posaient plus des questions sur comment ça se passe. Et finalement, c'était plutôt un échange. Même si on fait très attention à tout ce qu'on peut dire dans ce cadre-là, parce qu'on sent que c'est plutôt favorable, mais tant qu'on n'a pas le papier qui nous dit c'est bon, la fin de la séance n'est pas arrivée, à ce moment-là, on tend le dos, on fait des belles phrases, on fait attention, enfin voilà, on fait toutes ces choses-là. Et délivrance au moment où il est en train de nous signer le papier, enfin les larmes qui arrivent, parce que là on voit qu'il est en train de faire le papier et que c'est bon quoi. Enfin c'était, je dirais presque autant que la découverte, enfin que le test de grossesse. Alors que finalement c'est mon fils, enfin finalement ça change rien, mais légalement ça change tout. Mon pays qui dit ça y est, vous êtes la maman. Ah ouais, ce qui n'était pas le cas avant. Juridiquement, hein, mais j'avais aucun doute là-dessus. Mais voilà, là c'est une super étape quoi. Donc c'est-à-dire que maintenant, bon, après il faut faire une demande de livret de famille et tout ça, il y a encore des démarches après administratives. Et après quand on reçoit le livret de famille, on est tous les 3 dessus, la joie. Enfin c'est pas grand-chose, hein, mais super plaisir. Je dirais on a été honnête avec lui dès le début, on lui expliquait la situation, on lui expliquait tout en fait. Pourquoi on allait faire un dossier au tribunal, que je suis sa maman, mais que légalement pour le pays, enfin pour l'État, pour la France, enfin je sais plus comment on disait, mais je le suis pas. Et donc on fait des démarches pour montrer que voilà, légalement. Donc lui il nous soutenait plus finalement par rapport à ça. Et puis du coup à la fin, voilà, je suis légalement sur le livret de famille. Je suis écrit là à côté de toi. C'était le même schéma. Donc le forum, d'ailleurs forum, il y avait les différentes étapes en fait, le avant, après, avant, pendant, après. Donc ça, c'est ce forum-là, et beaucoup la PGL, parce qu'il y a une cellule juridique justement. Et j'appartenais en tant que bénévole à l'antenne Grand Est, et c'est vrai qu'on
avait les informations d'un peu partout en France en fait. Il y avait des villes qui étaient beaucoup plus compliquées que d'autres. De souvenirs, c'était Montpellier où aucune adoption ne passait, malgré la loi, aucune n'est passée. Donc vous voyez, c'est pour ça que quand je vous parlais de ces éléments de personnes, c'est d'autant plus angoissant le moment venu du jugement, parce qu'on ne sait pas justement. Et il y avait des refus. Donc après, il y avait des avocats qui étaient spécialisés, mais au niveau de la PGL, pour moi, il y avait vraiment ce sentiment d'accompagnement, même s'ils n'ont rien eu à faire finalement. Mais en tout cas, cette connaissance, cette communication, et le fait qu'il y avait des personnes derrière qui étaient capables de nous aider le cas échéant, avec un réseau, avec des éléments concrets. Et ça, clairement, le tissu associatif fait partie à part entière. Et aujourd'hui, des personnes qu'on a rencontrées au cadre de cette association locale sont clairement devenues des amis. C'est pas du militantisme, mais c'est montrer que ça existe, que les difficultés, parce que tout à chacun n'est pas censé connaître non plus ces difficultés, parce que quand on a entendu parler du mariage pour tous, on s'est dit, c'est bon, il y a le mariage, donc tout est réglé. Il n'y a rien du tout en fait. C'est même finalement, c'est bien de l'avoir, c'est même juste incompréhensible de ne pas l'avoir. Mais le fait d'être obligé de passer par le mariage pour pouvoir adopter, c'est compliqué dans certaines familles. Parce que les familles homoparentales qui sont séparées avant le mariage, il n'y a pas de question de mariage derrière. Surtout si une des personnes est déjà en couple mariée avec quelqu'un d'autre, ou ainsi de suite. Donc là, ça se pose la question du parent pas biologique, à l'inverse, parent social. Là, il y a un vide complet. Dans un couple, il peut tout arriver. Du moment où on est parent biologique, on est inscrit sur le livret de famille. Donc c'est notre enfant. Par contre, le parent social, il a cette inquiétude. Si ça se passe mal pendant la grossesse, à n'importe quel moment, dans un couple, il peut tout arriver. Au revoir, merci, au revoir. Ouais, mais je faisais partie. Ouais, mais c'est au revoir. Ok. Et là, en recours, je n'ose même pas imaginer. La solution, en fait, elle est toute simple. C'est calquer les droits des couples homosexuels sur les droits identiques des personnes hétérosexuelles. Point. C'est pas chercher plus compliqué que ça. C'est ça. Alors après, ça devient compliqué, parce que politiquement parlant, et socialement, pas socialement, mais c'est plus l'héritage de la France, du patriarcat, de tous ces éléments-là, qui sont conscients ou inconscients à des degrés différents, plus le religieux qui vient se mettre aussi dedans. Je l'ai dit seulement en deuxième, religieux, parce qu'il y a des pays comme l'Espagne qui sont très religieux, mais qui ont ouvert le couple... le mariage pour les homosexuels largement avant, quasiment 10 ans avant. Donc je crois que c'est 2005. C'est pas qu'ils sont en retard, c'est que pour les politiques, c'est qu'ils n'osent pas. Donc François Hollande, il a fait le mariage, mais grâce à Taubira, clairement. Le discours à l'Assemblée, moi je pleure à chaque fois que je l'entends. Donc voilà, donc ça, merci Taubira. Donc ça, voilà. Et une fois que le mariage pour tous était passé, il y avait la PMA à faire, mais là, Frein, Ségolène Royal et autres ont dit oui, on a déjà fait ça, c'est déjà bien. Et encore, ça a traîné en longueur, c'était pas des bons moments. Là arrive Emmanuel Macron dans ses promesses de campagne où PMA pour toutes les femmes. C'est bien, c'est super. Donc là, ils sont en train de le mettre en place. Ils l'ont reculé depuis... c'était début de l'année dernière que ça devait être mis en place. Et là, ça a reculé. Finalement, c'est en septembre. Finalement, c'est en janvier. Finalement, c'est en juillet. Je pensais septembre, mais finalement, ils se sont dit non, c'est bon, on le fera vraiment en juillet. Donc là, ça va passer. En tout cas, il y aura une proposition de loi, donc des discussions à l'Assemblée. Donc pour la fin de l'année, c'est attendu. Donc, je me dis, c'est super, parce que la PMA pour tous, il va y avoir encore toutes les associations, ça va être encore des moments sympathiques à passer quand à la radio, à la télé, on entend que notre famille, on fait du mal à notre enfant, et que ça, c'est agaçant, ça. Ça, c'est très, 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 très énervant. Et d'autant plus quand notre enfant entend ces choses-là. Derrière, il y a de la pédagogie énorme à faire sur ces éléments-là aussi. À un moment, je ne regardais plus du tout la télé. À cause de ça. En tout cas, les informations sur ces... Non, c'était impossible. Même à la radio, j'allais sur des radios qui étaient plutôt pro que... anti, j'en ai pas à ma connaissance, mais plutôt pro, où il y avait des journalistes qui défendaient, et là, ça faisait du bien de se sentir défendu, parce qu'à ces moments-là, on n'avait pas l'impression de l'être, quoi. On mettait vraiment, en tout cas, moi j'avais l'impression là d'être le projecteur sur les anti avec les t-shirts bleus et roses qui allaient bien et tout ça, et beaucoup moins sur les autres. En tout cas, c'était mon sentiment. Je me suis même pas posé la question, et c'est en entendant une émission à la radio, justement, d'une des ministres, je sais plus laquelle,
qui disait que, effectivement, donc la PMA c'était en gros acté, en résumé, mais qu'après se posait la question justement de la filiation. Et pour moi, PMA, filiation, c'était ensemble. PMA comme les hétéros, filiation comme les hétéros. Et en fait, non, pas du tout comme ça. Alors là, je suis tombée des nues. Là, j'ai écouté ma radio. Mais en fait, non, il y a 3 possibilités. Donc, soit la meilleure, à mon sens, la meilleure, c'est-à-dire filiation comme les couples hétérosexuels, donc naissance, hop, c'est terminé. Et après, il y en a 2 autres. Alors, j'ai plus la différenciation entre les autres, mais qu'en gros, c'était un profil spécifique ou pas du tout. Moi, je pense qu'il peut y avoir des choses à faire dans la communication, dans l'éducation auprès de ses enfants, en fait. Ça peut être un point... parce qu'on le voit, les enfants... Alexandre, t'as 2 mamans, hop, il explique, et puis ça y est, c'est parti. Il n'y a pas de problématique. S'il y a des problématiques, c'est parce que derrière, il y a les parents qui ont éduqué l'enfant, disent non, il ne peut pas avoir des parents, c'est un papa et une maman, et puis c'est fini, arrête de m'énerver, c'est comme ça. Mais si on lui explique que non, mais c'est des choses qui sont possibles, ça ne veut pas dire que ça va être pour toi ou pas pour toi, mais en tout cas, c'est des choses possibles. Je pense que c'est vraiment dans l'éducation. C'est là la clé, dans l'ouverture d'esprit, finalement. L'ouverture d'esprit, quand on est adulte, c'est plus difficile que quand on est enfant, à mon sens. Même s'il y a aussi du travail à faire sur ce point-là, mais c'est beaucoup plus compliqué. Alors que voilà, cette ouverture d'esprit sur les enfants, qui fassent leur propre opinion, leurs propres questions. Et c'est pour ça que j'aime bien aussi... répondre aux camarades d'Alexandre quand ils posent les questions, parce que là, pour le coup, c'est candide, en fait, les questions. Donc, c'est pur, il n'y a pas de sous-entendu religieux ou autre, c'est vraiment... Donc, voilà, pour moi, c'est ça, la solution qu'il pourrait avoir et qui ferait avancer les choses, c'est vraiment voilà, la communication auprès des enfants, d'ouverture d'esprit. Après, la seule pointe positive également qui arrive, c'est que... le projet bébé, ça nous a bien plu malgré les difficultés. Du coup, on a remis ça. Sans blague. Ouais. Et donc, on aura la petite sœur d'Alexandre qui arrivera là en septembre. En fait, le fait d'avoir cette expérience, ça permet déjà de se dire on est capable de le faire. Parce que là, aujourd'hui, vous me dites on refait. Quand on a fait la deuxième, Alexandre a 9 ans, donc il y a 9 ans, on a démarré, il y a eu 7 ans entre les 2 essais. C'est qu'il y a quand même eu des réflexions et à un moment, faut souffler et se dire non, mais on a réussi une fois, on va le refaire, mais on sait les pièges, on sait ce qu'on veut pas. Et finalement, c'est cette expérience qui nous permet en vieillissant aussi, de prendre conscience qu'on est capable et de la confiance en soi finalement. Parce que quand on passe par du juridique, quand on va dans un autre pays pour avancer, quand on discute à droite et à gauche, quand on essaye de convaincre des gens que ça va se faire, ça se fait et c'est bien, c'est pas bien, c'est pas une question de bien ou pas bien, c'est comme ça. Et peut-être que notre famille elle ira pas, peut-être qu'elle ira bien, mais en tout cas on est une famille comme les autres. Et aussi se dire avec le recul, on n'essaye pas non plus d'être une famille parfaite,